Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marc-Antoine Bouchard. Essentiellement, on s'est fait beaucoup poser de questions par le passé dans l'univers de l'immobilier. Donc, vous le savez, là, pour ceux qui nous écoutent depuis un certain temps, moi et Simon, on est passionnés de plein de sujets. Puis, une de nos fameuses résolutions de 2022, c'était d'en apprendre plus sur l'immobilier. Donc, Marc, bonjour, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Salut Hubert, merci de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Pour commencer, est-ce que tu peux donner un peu ton background? Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier? Puis, c'est quoi un petit peu l'ampleur de ton entreprise en ce moment? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2011. J'ai acheté un premier triplex avec deux de mes amis, que j'ai encore le triplex, et mes amis aussi. Fait que c'est des amis d'enfance. Toujours bon signe, ça, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Fait que, puis souvent, à l'époque, mais encore maintenant, souvent, quand tu commençais et tu voulais avoir des partenariats, le monde était très, très, très sceptique à tu vas avoir des problèmes, tu vas te chicaner, puis patati patata. Puis maintenant, ça fait comme 11 ans qu'on a cet immeuble-là, puis on s'est jamais chicané par rapport à ça. C'est tough, parce que pour vrai, les relations amicales en général, en affaires, c'est comme la règle générale, genre, on n'a jamais fait affaire avec tes amis de longue date, genre. Fait que je lève mon chapeau quand même de réussir quand même à rester amis malgré tout ça. Yes. Fait que c'est ça. Fait qu'on a acheté en 2011. C'est mon ami qui est arrivé avec ça, puis il nous a dit « Hey, j'ai quelque chose, ça t'intéresse-tu? » Puis mon autre ami aussi. Fait qu'on a commencé comme ça. Fait qu'on a acheté un triplex en 2011. Puis là, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à l'investissement immobilier. Mais depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu j'ai tout le temps été fasciné par l'effet de levier, par comment tu fais pour t'enrichir, pourquoi il y a des gens qui sont si riches aussi rapidement, puis d'autres qui travaillent tout le temps. Fait que c'est un petit peu... fait que j'ai commencé beaucoup à apprendre par rapport à ça, quand même assez jeune. Puis... je me demandais, excuse, je vais te couper. Quand est-ce que dans le fond, tu avais quel âge environ pour mettre les gens en contexte quand tu as acheté 30 ans. ton triplex? Une trentaine. 30 ans. Okay. Ouais, si j'avais pu, j'aurais acheté plus tôt. Souvent, c'est plus difficile. Il y en a qui se demandent souvent, tu sais, quand commencer, right? Fait que, tu sais, c'est cool, tu peux continuer, là, mais juste déjà là, ça va nous donner un bon repère de genre, OK, c'est quoi l'évolution comme par la suite? Ouais, c'est premier triplex à 30 ans, ça s'est bien passé, etc. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Exact. Puis juste pour se mettre en contexte, le triplex, on l'a payé 375 000 en 2011. Puis je me rappelle, à cette époque-là, on s'est dit, tabarouette, jamais ça va augmenter. C'est sûr que c'est comme le prix le plus cher. Fait que tu sais, avec le temps, ça change. Mais tout ça pour dire que même quand tu es jeune, tu penses que c'est cher. Ça finit tout le temps de remonter l'immobilier. Je pense encore ça maintenant, aujourd'hui. On va en parler justement. Ça va être une question plus tard là, que je vais vouloir te demander par rapport au prix de l'immobilier. Tu sais. Là, on enregistre ça, on est en 2022. Tu as commencé en 2011. Fait que, c'est cool. Tu as de l'expérience, tu as passé du temps dans le marché. Donc, ça va être nice d'avoir aussi ta perception. Oui, exactement. Fait que c'est ça, 2011, 2015, j'ai acheté un quadruplex aussi parce qu'on a réussi à refinancer le premier immeuble puis attendre 5 ans. Puis là, avec l'équité qu'on a réussi à accumuler, on a réussi à acheter un autre immeuble avec encore les deux mêmes partenaires que j'ai encore. Puis, après ça, j'ai commencé à étudier beaucoup plus, là, 2015, 2016, 2017. J'ai pris beaucoup de formations. Des formations que beaucoup de mon entourage me disait, tu payes cher, ça coûte cher des formations, mais overall, ça coûte pas cher. C'est ce que ça rapporte. Tout ce que ça m'a rapporté aujourd'hui, ça m'a rien coûté, là, les formations. C'est fou, hein? Mettons, on vend un bootcamp. Si je te coupe, là, c'est bon signe. C'est pas grave. J'ai tellement d'idées en tête, là, genre, quand tu me parles. C'est parce qu'on a un bootcamp sur les finances personnelles, OK? Puis là, on est rendu à la 3e, 4e cohorte. Puis comme les gens sont comme, ah ouais, c'est un peu cher, là. C'est comme, ça coûte quelques centaines de dollars, là, on s'entend. Puis c'est un bootcamp sur les finances qui t'apprend à investir littéralement. Fait que je trouve ça quand même, genre, je comprends la réticence quand même, là, des fois, de payer pour une formation ou whatever, mais tu sais, comme. Moi, personnellement, j'aurais sauvé des milliers de dollars en bourse si j'aurais pas utilisé la formation. Fait que, tu sais, dans l'immobilier, peu importe le domaine que tu vas apprendre à jouer de la musique, tu sais, il existe quand même, je veux pas dire des shortcuts, là, mais tu sais, des raccourcis ou des pièges à éviter qui peuvent te coûter cher, j'imagine, en immobilier. Là, tu sais, on a entendu des histoires des fois catastrophiques là, d'une revalorisation de
de maisons ou des rénovations qui ont juste comme ça a été sans fond, là. Genre que ça a Exact. été trop cher. Ouais. Exact. Fait que des fois, tu es mieux d'investir au début pour éviter un paquet d'erreurs. Fait que je crois énormément à ça. Fait que je sais pas exactement c'est quoi le bootcamp, mais je suis certain que si tu es capable de donner de la valeur à travers ta formation, je pense que si tu connais rien là-dedans, tu as intérêt à prendre ce genre de formation-là. Right. Fait que là, tu as commencé à étudier, tu t'es rendu compte que autour de, tu avais 8 à 10 portes. Tu t'es dit, oh shit, ouais. OK, ça commence à faire quand même de la gestion, comment je peux me lancer là-dedans, optimiser et tout. Fait que là, c'était quoi après ça, le next step? C'est ça, 2015, j'ai acheté un quadruplex. 2015, 2016, 2017, j'ai beaucoup étudié, j'ai pris des formations, comme je disais. Puis après ça, en 2018, j'ai acheté ma maison personnelle. On a quand même payé un très, très bon prix parce que veux pas, quand tu es dans le marché, tu sais, j'allais dans toutes les 5 à 7, là, j'étais vraiment intense. Là, j'étais tout le temps rendu dans des réunions d'immobilier. Fait que veux pas, tu t'accroches au monde qui réussissent et tu te fais un réseau de contacts. Puis avec le réseau de contacts, c'est sûrement la même chose en bourse aussi, tu sais, les bons trucs à acheter, les bonnes actions à acheter. Mais en immobilier, quand tu réussis à avoir un gros cercle de personnes qui peuvent t'apporter des opportunités, ben tu sais, quand tu te dis à tout le monde, hey, je suis acheteur, j'achète telle affaire, bien, souvent, tu vas recevoir des pocket listings qu'on appelle des immeubles qui sont hors marché, qui ne sont pas sur le marché. Fait que tu peux avoir des bons coups. Fait que j'ai acheté une maison qu'on a payée très, très pas cher pour qu'est-ce que ça vaut présentement. Puis après ça, avec toutes les formations que j'ai prises, ben là, en 2018, on a acheté avec un autre partenaire 15 logements dans le bout de Terrebonne. Wow, 15 logements dans le fond? Ou? Un 10 puis un 5. C'était 2 immeubles qui allaient ensemble. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Fait que j'ai appris vraiment les petits plex puis un petit peu plus gros plex. Pas des gros plex non plus, mais un 10 plex, c'est quand même, quelque chose. Puis moi, ce que je prône tout le temps, ça dépend tout le temps aussi de ton profil d'investisseur. Parce que qu'est-ce que tu veux, quel genre d'immeuble tu peux acheter? T'sais, le mot deal est très... tu l'entends dans toutes les affaires. Hey, faut trouver des deals. Mais c'est quoi un deal? T'sais? Un deal, tu vas te présenter une opportunité puis tu vas dire, ça veut pas dire que ça peut être bon, très bon pour moi et pas bon pour toi, puis ça dépend de ce que tu veux faire. Fait que, bref, cette opportunité-là était super bonne pour nous autres parce qu'on a été capable de créer beaucoup de valeur à travers ces acquisitions-là. Fait que c'était très bon. Puis ça, c'est vraiment intéressant. On va y revenir, mais je veux juste pour les gens qui je vais finir. Oui, c'est ça, avoir la finalité maintenant, t'en es rendu. Oui. Fait que 2018, on a acheté 15 portes. Après ça, en 2019, premièrement, j'avais une job avant. J'ai été salarié pendant 19 ans. J'ai arrêté là, environ un mois. Félicitations. Oui, merci, c'est gentil. Puis, en 2019, j'ai décidé de faire le saut vers le chalet locatif. C'est quelque chose que... parce que des gros immeubles, souvent, moi, je suis quelqu'un qui veut créer de la valeur dans les immeubles parce que je crois que c'est la seule manière de s'enrichir, c'est en créant de la valeur. Puis, en 2019, j'ai décidé de me lancer dans le chalet locatif parce que je savais qu'il y avait un manque là-dedans puis qu'il y avait une opportunité dans le sens que c'est très, très, très réglementé, la location court terme. Fait que quand tu connais un petit peu les secteurs que tu as le droit d'en faire, parce que c'est quand même assez compliqué. Je pourrais rentrer là-dedans longtemps, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais en 2019, j'ai acheté 4 chalets locatifs. En 2020, j'en ai acheté 4 autres, puis 3 autres en 2020, puis 4 autres en 2021. Puis j'en ai vendu 2 là-dessus. Fait que maintenant, il nous en reste 9. C'est avec un partenaire qu'on a fait ça. Fait que tu as vraiment plus de portes que j'imaginais, dans le fond. Là. Ouais. C'est des portes. Des chalets, c'est juste une porte. Là, c'est pas, mais oui, j'ai touché à beaucoup de trucs. Wow, OK. Ben écoute, c'est clairement vraiment fascinant. Il y a un truc que je pense qu'il serait intéressant d'aborder en premier, tu sais, qui est un petit peu la thèse, j'imagine, de toute ta structure et de ton évolution, tu sais, le fameux refinancement. Tu sais, on se fait poser des questions là-dessus. Comment ça marche? C'est quoi la mécanique? Fait qu'en gros, là, tu sais, pour un enfant de 6 ans, mettons, refinancer son immeuble pour en racheter un autre, comment ça marche? Ben, le principe est relativement simple. C'est quand tu achètes un immeuble, après ça, tu es capable de le refinancer à 80 % de sa valeur. Fait que si tu achètes un immeuble qui vaut 375 000, ben, si, mettons, 5 ans après, parce que souvent, c'est qu'on prend des hypothèques de 5 ans, la norme, là. Fait que 5 ans après, mettons, il vaut 500 000, ben, tu vas être capable de refinancer à 80 % de sa valeur. Fait qu'il vaut 500 000,
c'est 400 000, 80 %. Fait que l'équité entre les deux, c'est ce que tu es capable de. Puis pourquoi est-ce que, dans le fond, c'est que tu vas chez ton chez ton banquier, mettons, où tu as eu ton prêt hypothécaire, tu vas le revoir. Puis pourquoi est-ce que lui, il est prêt à te reprêter autant d'argent de cash, genre? Parce qu'il va faire réévaluer la propriété par un évaluateur agréé. Le réévaluateur, eux autres, l'évaluateur, ils vont souvent te référer à leur évaluateur. Là, ils vont aller réévaluer la propriété. Puis si elle vaut 500 000, ben, il va te financer jusqu'à 400 000. Fait que tu as un 100 000 que tu vas laisser là, le 20 %. Puis jusqu'à 400 000, mais tu vas pouvoir te prêter. Mais pendant ce temps-là, ton capital il a baissé. Parce que quand tu as acheté, tu as capitalisé pendant 5 ans. Le capital, c'est tout ce que tu rembourses. Tu payes à tous les paiements, tu as ce que tu payes, tu as intérêt et capital. Fait que tout ce que tu capitalises, ben, ça descend ta dette. Puis à 5 ans après, tu es capable d'aller rechercher cette. L'écart entre, dans le fond, la dette que tu as réussi à payer au fil des années avec tes loyers, tes affaires. C'est ça, exactement. Puis la création de valeur. Dans mon exemple, tu as payé 375, tu es rendu à 500. Fait que ton 300, tu as payé 375, mais tu as mis mettons, un cash down de 40 000 dessus. Fait que ton prêt hypothécaire, il est plus à 375, il est à 335. Puis tu as payé de la capitalisation pendant 5 ans sur ton 335. Fait que tu es peut-être rendu à 310. Fait qu'entre 310 puis 400, tu as 90 000 de. Right. Fait que c'est de là l'importance des rénovations essentiellement. C'est là, dans le fond, la création de valeur. Fait que c'est l'augmentation peut-être des loyers dans des domaines, dans des marchés sous-évalués, les rénovations, puis j'imagine peut-être le service d'entretien ou des trucs. C'est les éléments sur lesquels tu mises pour ajouter de la valeur à un immeuble essentiellement. Oui, ajouter de la valeur, c'est augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Fait que ça, c'est dans l'immeuble à long terme, là, c'est le classique, c'est vraiment ça que, si tu payais le chauffage, puis tu essaies de ne plus payer le chauffage, bien, tu augmentes la valeur économique de ton immeuble. Ça, on pourra en parler plus tard de la valeur économique, là, mais parce qu'il y a des valeurs en immobilier. Tu as la valeur marchande puis tu as la valeur économique. Oui, puis là, c'est sûr que c'est ça. Il y a les fameux. Dans le domaine financier, il y a énormément de termes aussi. Puis nous, notre mission, moi et Simon, c'est vraiment d'essayer d'éliminer toute forme de jargon, genre. Fait clairement, il va falloir expliquer les termes avant de les utiliser. Ouais. Mais prochaine chose que je trouve fascinante, d'un point de vue de charge de travail, on prône beaucoup aux gens comme c'est bien beau là, le message de genre OK, être entrepreneur, partir sa propre business, mais tant qu'à moi, vaut bien mieux avoir un job temps plein, faire un side project, un projet sur le site par les soirs de semaine. Puis après ça, quand tu vois que ça a des ailes et que ça fonctionne, de faire le switch en temps et lieu. Et non l'inverse. En termes de charge de travail, je me demandais, on se fait poser. Juste faire du pouce sur ce que tu dis, je prône ça aussi. Moi, le monde qui veut lâcher leur job trop rapidement, c'est pas bon. Parce qu'avoir un job, c'est bon, surtout en immobilier pour le financement, c'est bon pour un paquet d'affaires. Fait que chaque chose en son temps. C'est ça. Chaque chose en son temps. Puis, c'est tellement underrated d'avoir un job. Là, moi, je le vis là, dans le sens que je suis développeur, puis j'ai plusieurs projets et tout. Puis, c'est fucking stressant. Là. Tu sais jamais là, quand est-ce que tu vas être payé. Là. Fait que d'avoir un job, honnêtement, c'est très, très intéressant, surtout dans le contexte immobilier. Je voulais savoir, en termes de charge de travail, c'est ça. Ça ressemble à quoi? Tu as commencé avec un triplex, mais après ça, quand tu étais rendu à 6 et 10 portes, la charge de travail, est-ce que c'était comme, il fallait que tu mettes 30-40 heures par semaine? Ou ça ressemblait à quoi? En fait, ça dépend vraiment le genre d'immeuble que tu achètes. Mettons, je reviens à mon triplex, à mon quadruplex. Bien, quand tu commences, souvent, tu ne connais pas ça, tu n'es pas automatisé, tout se fait un petit peu manuellement. Mais on peut y revenir plus tard sur la différence entre la location court terme et la location long terme. La location long terme, un triplex, un quadruplex, un diplex, c'est assez rare que tu as des appels généralement dans une année. Le mythe là, que tu vas aller déboucher une toilette à 2 heures du matin, là, ça m'est jamais arrivé. Puis, premièrement, j'en débouche pas de toilette parce que je suis zéro manuel. Mais, c'est des choses qui arrivent très, très, très rarement. Fait que, la charge de travail, je te dirais que tu as des renouvellements, tu as trouvé des nouveaux locataires. Mais, moi, personnellement, comme je suis zéro manuel, ben, j'ai du monde qui le font. Si j'ai un problème, c'est pas moi qui vais aller le faire parce que, premièrement, je suis pas capable de le faire. Puis, deuxièmement, ça me tente pas de le faire. J'ai du monde plus compétent que moi pour faire ces choses-là. Fait que, on a des concierges ou on a du monde qui peuvent aller
faire ces choses-là. Fait en termes de temps, ça ne demande pas tant de temps. Là, j'ai une vingtaine de portes à long terme, puis c'est très, très peu de temps, je te dirais, dans une semaine. Il peut y avoir des rushs, mettons, pour le renouvellement ou si on rénove un logement et tout ça. Mais un coup que ça roule, tu n'as pas tant d'appels, je te dis. Est-ce que je me demandais, par rapport, bon, il y a des services de sous-traitance, là, un service clé en main de gestion d'immeubles, est-ce que, mettons, tu peux t'en payer une dès tes premières, mettons, tu t'achètes un triplex, est-ce que comme, ben là, j'imagine que ça dépend des trucs que tu achètes puis ta rentabilité et tout, mais est-ce qu'en général, tu peux t'en sortir tout de suite en partant avec un service de sous-traitance ou il va falloir quand même que tu débutes from scratch toi-même en faisant tout? En fait, tout est relatif. Là. Oui, tu peux le faire, tu vas perdre de la rentabilité, ça dépend à combien tu payes l'immeuble. Encore là, je reviens tout le temps au profil d'investisseur parce que je trouve que c'est la base de tout ça. Mais si mettons, tu es médecin et tu t'achètes un triplex là, neuf, là, ben, ton temps va valoir plus cher à faire de la médecine que de commencer à gérer les problèmes. Fait que oui, tu peux le faire, mais tu vas perdre de la rentabilité. Mais tout dépendant de ton profil, ben, en fonction que ton triplex que tu as acheté neuf à 1 million, ben, anyway, il va prendre la valeur avec le temps. Puis ton but, c'est pas tant de faire de l'argent tous les mois parce que tu as déjà un autre job qui est déjà ton salaire. Fait que cette personne-là, oui, elle peut prendre un service de gestion, mais c'est sur un immeuble neuf, surtout, le temps, tu n'as à peu près jamais de problème. Mais, je dis ça, au début, tu peux en avoir parce qu'un coup, ton immeuble est neuf. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Puis encore là, je ne connais pas beaucoup le neuf, je n'ai jamais acheté du neuf, mais ce que j'entends, ça ressemble à un coup qui est neuf, il est fonctionnel, puis il n'y a rien qui a brisé. Je doute qu'il y ait beaucoup de temps à mettre par rapport à des neufs. Pour répondre à ta question, oui, tu peux le mettre au début de la gestion, mais c'est sûr que maintenant, avec le prix qui sont rendus les immeubles, c'est peut-être pas... surtout pas avec un triplex. Là, si c'est un 12plex, c'est une chose. Un triplex, un gestionnaire, au début, je ne suis pas convaincu que ça va être... qu'il va avoir un gros rendement maintenant. Nice. Je me demandais, de l'évolution des prix, comme on l'a dit un petit peu en début d'épisode, comme c'est complètement rendu fou. J'imagine que, clairement, étant donné que tu as commencé en 2011, puis tu as fait la majorité de ta croissance de 2011 à 2019, mais encore aujourd'hui, là, mais en termes de rentabilité, j'imagine que ça a été quand même un coup de circuit, entre guillemets, là, genre les valorisations ont juste augmenté en débile. Pourquoi tu penses que le prix de l'immobilier va continuer à augmenter? Pourquoi c'est pas une bulle, genre? Right? Ben, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une bulle. C'est sûr qu'il y a un paquet de facteurs, dont la pandémie, qui a fait exploser les valeurs, les taux d'intérêt qui ont au plancher. Ça met beaucoup de pression sur la demande qui est extrêmement haute et l'offre qui est extrêmement basse. Fait que c'est sûr que c'est un paquet de facteurs qui fait en sorte que les prix montent. Fait que est-ce que c'est une bulle? Peut-être. Moi, je pense que ça va se stabiliser, mais ça fait quand même 6 mois que je dis que ça va se stabiliser, puis ça continue à monter, puis encore. Fait que, encore là, il n'y a personne qui a de boule de cristal, mais moi aussi, je regarde les affaires, puis qu'est-ce qui est sur le marché, c'est très, très cher présentement. Mais je pense que là, les 2 dernières années, ça a vraiment monté. Je pense que ça va se stabiliser, mais je doute fort que ça va descendre. Ça, c'est mon humble opinion, là, mais... Oui, mais il y avait une statistique qui est intéressante, là, un graphique, là, on essaiera de le mettre au pire au montage, mais ça montre l'évolution, le prix d'une maison moyenne, je pense que c'est des pays du G8, là, fait que en tout cas, les grandes, ou les du G20, tu sais. Puis le Canada, dans le fond, c'est que essentiellement, fait du rattrapage. Là. Je suis plus certain, là, mais dans le fond, c'est que il y a un certain temps, la valeur était quand même vraiment sous-évaluée. Puis maintenant, le Canada, c'est quand même une place où il y a beaucoup d'immigrants ou de personnes qui veulent venir habiter au Canada, genre vu les conditions qui sont très favorables. C'est comme du rattrapage et non juste comme une bulle. Parce que une bulle, c'est vraiment sentimental aussi, mais clairement, c'est que ça ne reflète pas. Ça ne peut pas être juste comme. Si on garde le principe d'offre et de demande pure et dure, ce qui est un peu le cas en ce moment, ben c'est pas une bulle en soi. Là. Une bulle, c'est quand, mettons, il y a des investisseurs offshore ou comme la crise de 2008, par exemple, est un bon exemple. Fait que c'est vrai que c'est peut-être pas nécessairement un pattern de bulle, mais peut-être que ça fait juste peur aux gens parce qu'ils sont genre, oh my God, ma maison a pris comme 20-30% de valeur, genre en dedans de comme 2 ans. D'un point de vue du... Attends, juste finir avec ce que tu disais, tu sais.
il y en a aussi qui disent que justement à Montréal, c'est pas si cher parce que si tu regardes les gros marchés, Toronto, Vancouver, c'est vraiment plus cher. Est-ce qu'on est en rattrapage? Je ne sais pas, mais tu sais, le principe que tu disais avec l'immigration, c'est que plus il y a de monde qui vient ici, bien, plus il y a de personnes qui cherchent de logement, plus il y a de personnes qui cherchent de logement, bien, plus ça fait augmenter la valeur des loyers parce que, premièrement, c'est difficile de développer. Les villes, on entend partout que les villes veulent, on a besoin de plus de logements, mais les développeurs, les promoteurs qui veulent développer des logements, bien, souvent, ils ont des bâtons dans les roues pour un paquet de raisons politiques ou autres qui font en sorte que c'est pas si facile. Fait qu'il n'y a pas plus de logements. Puis, avec l'immigration qui arrive, bien, il y a plus de demandes. Fait que, il n'y a rien qui me dit que ça va, que ça va aller à la baisse, mettons. C'est intéressant. Parlons un petit peu des chalets locatifs. Pourquoi est-ce que tu as fait le switch de immeuble à revenus traditionnel à chalet locatif? Bien, premièrement, c'est parce que, tu sais, moi, les marchés, comme je disais, j'aime créer de la valeur. Puis la meilleure manière d'en créer, c'est dans les grosses villes comme Montréal. Puis personnellement, je déteste Montréal. Je n'aime pas aller là. Je ne veux pas aller là. Fait qu'il fallait que je trouve une autre alternative parce qu'il y a quelque chose qui suivait mes valeurs. Puis j'ai pas le goût d'aller là-bas, même si c'est payant, si j'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai développé. Puis j'adore les Laurentides, j'adore le plein air, j'adore cet endroit-là. Je veux investir dans des endroits que je me sens bien, que je suis heureux, que la vibe est bonne. Puis les chalets locatifs, c'est vraiment là. J'ai été visiter un domaine qu'on a acheté justement, là, puis dans les Laurentides. Puis j'ai adoré l'expérience que ça donne. Puis ce qui a fait que j'ai décidé de faire du chalet court terme au lieu des immeubles locatifs long terme, c'est vraiment au niveau de la rentabilité. Il y a vraiment une grosse différence. La charge de travail de gestion est différente, mais la rentabilité est énorme. Quand tu sais comment bien le gérer, ça peut être très payant. Quand tu as une bonne structure, tu as une bonne... toutes tes affaires, tes systèmes fonctionnent bien, l'automatisation fonctionne bien. Fait que, l'ABC du chalet locatif, essentiellement, c'est que j'imagine que c'est avec Airbnb, I guess. Ouais. Puis après ça, dans le fond, pourquoi c'est un modèle d'affaires qui est intéressant, ben, c'est qu'évidemment, c'est peut-être plus touristique. Fait que, puis étant donné que tu peux charger au coût de la nuit, mais clairement, le salaire mensuel est pas mal plus élevé. En termes de. Bon, OK, clairement, maintenant, ça doit reprendre ou ça peut-être jamais arrêté. Mais je me demandais, pour les gens qui veulent se lancer comme chalet locatif, on dirait qu'à première vue, pour quelqu'un, mettons, qui n'est pas dans l'univers de l'immobilier, j'ai l'impression que c'est peut-être plus accessible. Est-ce qu'au contraire, c'est un piège puis il faut être encore plus expérimenté pour commencer avec un petit chalet? C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Oui, il y a quand même des pièges à éviter, je te dirais. La première chose à regarder, c'est si tu as le droit de faire la location court terme parce que c'est le même principe que les promoteurs qui veulent développer des gros... On est pogné avec les municipalités qui détestent la location court terme, pas à cause que c'est pas bon, parce que les citoyens qui habitent là-bas, ça fait de la nuisance, ça fait du bruit. C'est rare que le monde veuille habiter à côté d'une résidence de touristes. Ouais. S'il y a tout le temps des... Nous autres, on a quand même beaucoup de règles, puis on a à peu près jamais de party. On n'en veut pas, on a mis des structures en place pour minimiser les chances que ça arrive, mais des gens qui habitent sur place, les permanents, n'aiment pas la location court terme. Fait que quand ils s'en vont dans les comités, puis aux villes, ben, ils n'en veulent pas. Fait que c'est ce qui fait en sorte que c'est très, très, très difficile, c'est très réglementé de faire du court terme. Fait que quand tu réussis à avoir des endroits que tu es capable d'en faire, ben, c'est là que ça devient attrayant parce qu'il y a trop de demandes pour le nombre d'offres. C'est pour ça que je dis que c'est... Surtout quand tu es proche de Tremblant. Nous, on est proche de Tremblant, on est dans les Laurentides, on est à 1 heure de Montréal. Fait qu'on a un public cible qui est à peu près n'importe qui. Fait que tout le monde peut les louer, nos chalets, fait que ce qui fait en sorte qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu par rapport à ça. Mais oui, il y a des pièges à éviter. Oui. Est-ce que c'est via, j'imagine qu'il y a d'autres places, mais c'est vraiment Airbnb, vraiment le gagne-pain en général. Est-ce que c'est vraiment comme la majorité de votre clientèle est via Airbnb, genre? Oui. Bien, la majorité, oui, c'est ça. Quand on a commencé, on s'est dit qu'on allait être sur toutes les plateformes, on va être partout, tout ça. Mais quand tu as connu l'efficacité d'Airbnb, Airbnb coûte 15 % de frais de gestion. Ah oui, shit quand même. Puis au début, on trouvait c'est 12 % au guest, puis 3 % à l'autre. Au début, on trouvait ça vraiment cher, puis patati patata. Mais overall, le 15 % qu'ils me chargent, ils valent 15 %.
Fait que ça ne me dérange pas de le payer parce que j'ai pas de publicité à payer, il y a un paquet d'affaires que s'il y a des problèmes, souvent ils vont être là. C'est pas parfait. Je mentirais de dire que c'est parfait. Il y a des affaires, des fois, que ça n'a pas de sens, mais ça fait partie de la game. Puis, overall, ce que je leur donne, ben, ça me fait plaisir de leur donner parce que tout est automatisé, tout se fait tout seul. Puis, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ben, c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin. Là, j'ai une gestionnaire, j'ai un employé qui fait la gestion, qui s'occupe des affaires, mais plus tu es automatisé, plus tu as un système qui est efficace. Puis Airbnb t'offre ce système-là. Fait qu'on on est sur Airbnb et sur VRBO. Ça, c'est un autre truc de location court terme. Je me demandais, c'est peut-être un peu biaisé par ma perception des choses, mais j'ai l'impression que les gens qui écoutent le podcast, ils voudraient savoir comment automatiser ça dans le sens que, mettons, le marché boursier, right? Oui. Je suis 100% liquide, je peux entrer dans une position, sortir. Je vais revenir au Airbnb et tout ça, mais juste une sous-question dans ma question, pourquoi est-ce que, toi, marché boursier versus immobilier, est-ce que de un, tu es investi dans le marché boursier aussi, puis de deux, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as fait le switch ou est-ce que tu as déjà été all-in à la bourse et tu as fait le changement ou c'était quoi un petit peu ta vision des choses si on compare l'investissement immobilier versus l'investissement boursier? Bien, premièrement, moi, j'aime investir. Pourquoi je me suis formé en 2015, 2016, 2017? Parce que j'aime investir dans quelque chose que j'ai un avantage concurrentiel sur les autres. Je veux connaître quelque chose plus que les autres pour investir dans quelque chose. C'est pour ça que, premièrement, je ne connais rien en bourse. Je ne suis pas bon. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes trucs à la bourse parce que je ne connais rien et que je n'ai pas le goût de... En fait, c'est pas vrai. J'aimerais ça être bon en bourse, mais pour l'instant, je n'en connais pas assez pour le faire moi-même. Donc, je paye quelqu'un pour s'occuper de le fameux 2 que vous parlez tout le temps qu'il ne faut pas donner. C'est bien correct. Genre, on en parle souvent. Puis moi, je me dis, l'important, c'est est-ce que tu dors bien le soir dans le sens que si tu es prêt à payer ce 2 %-là, puis ça te permet d'être à ton 110 % dans l'immobilier, puis de faire bien plus de revenus, fine. Exact. Genre, that's fine. Genre, right? Exact. Éventuellement, je vais sûrement, je vais peut-être switcher si j'en apprends un petit peu plus. La crypto, la bourse, c'est des choses qui m'intéressent, mais comme je ne connais rien, je ne suis pas investi. Mais j'aime ça. J'aime ce que tu as dit. Une super de bonne question à se poser. Où est-ce que je peux avoir un edge? Genre, où est-ce que je peux avoir un avantage par rapport aux autres? Moi, j'investis personnellement dans des fonds négociés en bourse, fait que c'est des gros indices boursiers, la grande partie de mon portefeuille. Mais après ça, quand je vais investir dans des entreprises individuelles cotées en bourse, évidemment que c'est des produits que j'utilise. Je suis beaucoup dans l'univers du développement technologique, software, etc. Il y a des trucs que j'utilise vraiment en profondeur, là, que la grande majorité des investisseurs sur le marché ne connaissent pas le produit aussi bien que ça, puis tu es capable de comprendre la différence, leur offre de service versus les autres du marché. Fait que là, c'est là que je suis comme, là, il y a une opportunité. Puis là, quand tu vas voir le modèle d'affaires, leurs revenus, leur ratio d'endettement, etc., ben là, tu te rends compte qu'il y a une opportunité. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment important. Puis pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que je préfère l'immobilier à la bourse, outre la réponse que je t'ai donnée? Ben, l'immobilier, c'est l'effet de levier. Mettons, tu as un 100 000 à la bourse, ben, si tu fais 10 % avec, tu viens de faire 10 000. Avec ton 100 000, si tu achètes de quoi à 1 million, ben, si tu viens de faire 10 %, ben, c'est pas le même rendement parce que tu as le pourcentage de ton investissement total. Fait que l'effet de levier, en tout cas, selon moi, c'est la meilleure chose. Oui, ben, l'effet de levier en bourse, dans le fond, juste pour mettre un bémol, existe. Là, c'est vraiment les margins. Fait que, tu peux trade on the margin qu'on appelle. Fait que, évidemment, tu déposes un cash, tu montes à ton courtier que tu as 100 000 et il peut te donner une marge. Genre. Fait que tu investis avec ta marge. Genre. Fait que ça te donne un effet de levier. Mais par contre, j'ai l'impression que l'effet de levier est vraiment plus volatile de un. Puis deuxièmement, c'est sûr que d'un point de vue de l'immobilier, ben, au moins, le refinancement, il est plus structuré, si je peux dire, entre guillemets, là, dans le sens que... Oui, je comprends. On dirait qu'il est vraiment plus... le risque avec la bourse, c'est veut pas, on est tous des êtres humains émotionnels. Puis le danger, c'est qu'on peut entrer puis sortir tant qu'on veut. En immobilier, tu ne peux pas vraiment sortir puis entrer tant que tu veux. Right? Fait que c'est là, je trouve, le edge qui est intéressant. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je l'aime parce que ça me permet de contrôler mes émotions puis ça me passionne, mais comme on le dit souvent, comprendre un petit peu ta personnalité, puis tu l'as dit maintes fois à date dans le podcast, ton profil d'investisseur, ton profil de risque, ben c'est fucking important. Genre, sinon, tu t'en vas nulle part. Exactement. Pour les gens qui,
on va plonger un petit peu dans les questions. On avait fait un document ensemble. Dans le fond, on a posé des questions dans le groupe Facebook de Liberté 45. Dans le fond, les gens qui sont membres, là, ils ont accès à ça, puis ils peuvent poser des questions. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On va mettre les liens dans le bas de l'épisode. Pour commencer, question de Renaud. Essentiellement, il te demande comment faire le premier pas en immobilier. Fait que, c'est quoi les premières étapes pour commencer à acheter un duplex ou un triplex ou whatever? Puis, jumelé à cette question-là, dans le fond, une question qui est plus intéressante, ça serait comme, avec du recul, si d'un matin, tu recommencerais à zéro, tu aurais, mettons, un petit peu d'argent, mais mettons, tu n'aurais pas toutes tes connaissances. Là, all right? Par où tu commencerais? Genre, ce serait quoi tes first steps pour commencer? Écoute, je dirais que quelque chose que j'aime souvent dire aux gens, c'est s'entourer de professionnels qui sont meilleurs qu'eux dans quelque chose. Fait que si tu ne veux pas aller chercher de l'information, c'est bien correct. Ça, c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont y aller par tâtonnement, par SRR, puis c'est correct, mais j'aime beaucoup m'entourer surtout d'un courtier immobilier puis un courtier hypothécaire, mais qui connaissent dans quoi tu veux investir. Si tu veux acheter un 12-plex, ben, va pas avec un courtier immobilier résidentiel qui fait juste vendre des maisons. Fait que va chercher la bonne personne pour le genre d'investissement que tu veux faire. Fait que courtier immobilier, courtier hypothécaire, ceux qui ne savent pas, mais c'est quelqu'un qui va magasiner ton hypothèque pour toi. Ça ne coûte rien. Là, c'est la banque qui va le rémunérer. Fait que, les banques, la caisse, ils ont des ratios, ils ont des manières de calculer toutes différentes, il y a des subtilités. Le courtier hypothécaire va être capable de savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin, il va t'aligner à la bonne place, ça ne te coûte rien. Fait que quand tu ne connais rien au début, tu n'as pas déjà de directeur de banque qui travaille avec toi, bien, prends un professionnel, lui, il va t'aider, il va t'amener où est-ce que tu as besoin quel genre de financement que tu as besoin, puis il va t'aider. Fait que, souvent, les jeunes, ils parlent tout le temps de commencer avec un triplex, un quadruplex ou un duplex. Mais je pense quand même que c'est la meilleure manière de rentrer dans le marché, c'est d'acheter un immeuble à revenu puis d'aller habiter là. Il y en a des fois qui vont dire ah, ben là, je veux pas avoir quelqu'un qui habite dans la même maison que moi. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux créer un effet de levier? Tu veux quelqu'un qui va t'aider à payer? Ben ouais, mais je veux pas avoir quelqu'un chez nous. Ben, tu peux pas tout avoir. Quand tu commences, il faut que tu fasses des sacrifices. Puis je pense que c'est le meilleur sacrifice, c'est d'acheter un immeuble à revenu puis d'aller habiter dedans puis d'avoir 1, 2, 3 personnes qui t'aident à payer le loyer. Bref, c'est la meilleure manière. Puis de s'entourer pour trouver cette acquisition-là. Puis s'entourer, clairement, je pense que les gens, ils entendent dire ça souvent, s'entourer. Quand tu connais fuck all personne, mais comment tu fais genre pour aller à la rencontre des gens? Comment tu as fait, toi, pour comme, créer ton réseau de contacts? Mais vraiment, je vais parler d'un groupe Facebook qui, selon moi, est le meilleur groupe Facebook immobilier. C'est le banc de l'immobilier. Ouais, je suis dedans. Pour vrai? Yeah. C'est ça, mais nous autres, je suis administrateur de ce groupe-là, puis c'est pas pour prôner ça parce qu'on n'a absolument rien à vendre, jamais. Tout est bénévolat là-dedans. Mais c'est juste du contenu quand même que je considère de valeur. Puis quand tu écris là-dedans, c'est pas un site, c'est pas un groupe Facebook pour avoir des références, mais souvent, tu vas être capable d'aller chercher beaucoup de valeur. Juste en lisant tout ce qui s'est écrit par rapport à ça, tu as beaucoup de contenu de valeur quand même là-dedans. Fait que je trouve que c'est une des bonnes manières. Commence à lire par rapport à ça. Puis après ça, si vraiment tu veux vraiment t'aligner vers ça, ben il y a plein de formations immobilières qui. Oui, il y a des formations, mais aussi, tu l'as dit, je pense, les soirées de réseautage, là, autant. Oui. Étrange que ça puisse paraître, c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que peu importe le domaine, là, que ce soit dans l'univers des startups ou que ce soit dans l'immobilier, ça part de là. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans le domaine financier en connaissant des gens aussi. Veux pas, c'est fou à quel point comme, ça avance tellement plus vite là, quand tu rencontres des gens qui ont des idées qui poussent dans la même direction que toi. Parce que tout le monde qui va là, ils s'en vont là pour parler de la même chose. Ça parle d'immobilier, c'est du réseautage. Fait que déjà là, tu n'es pas dans un dating avec quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Là. Tout le monde a un point en commun. Puis, juste aller à plusieurs soirées. Là, à cause du COVID, il n'y en a plus. Là ça va recommencer. Mais ça prend la chose que je donne aux gens, c'est soyez pas gênés d'aller vers le monde. Allez dans les soirées d'immobilier. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez parler aux gens. Fait que je pense que c'est vraiment la première étape. Moi, je l'ai fait au début. Je ne connaissais pas grand monde. Puis, là, maintenant, j'ai
j'ai un gros réseau à cause de ça. Nice. Je vais lire la question d'Olivier. C'est une bonne suite là, à celle précédente. Quels sont les avantages ou les inconvénients d'acheter de l'immobilier sous un Inc. versus personnel? Bien, en fait, tu sais, ce genre de questions-là, moi, je dis tout le temps, comme je prends tout le temps d'aller voir des spécialistes, bien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse par rapport à ça. Quand tu commences, souvent, tu vas aller. Moi, je parle pour ma situation personnelle. Quand j'ai commencé, mon triplex, mon quadruplex, je l'ai acheté personnellement. Après ça, quand j'ai été dans les plus gros immeubles, je me suis incorporé. Ça, j'ai regardé avec mon fiscaliste, puis il m'a donné son point de vue. Mais overall, quelqu'un qui veut. Overall, quelqu'un qui veut se lancer puis en acheter plusieurs, je pense que c'est bon de le faire via une Inc. Par contre, si tu veux juste en avoir un ou deux, souvent, ils vont le faire personnellement parce que si tu parles avec un avocat, il va te dire d'être incorporé parce que ça va protéger tes actifs. Tu as comme une protection d'actifs avec ça. Si tu parles à un comptable, il va te dire incorpore-toi pas parce que ça te donne. Tu n'as pas d'avantage fiscal à t'incorporer. Tu payes le gros taux quand tu payes 50 quand tu es en compagnie. Fait que, et après ça, tu peux l'avoir actif ou passif. Tu as un revenu actif ou tu as un revenu passif, tout dépendant de qu'est-ce que tu fais en immobilier. Si tu fais-tu du long terme, tu fais-tu des flips. C'est pas exactement la même genre de revenu. C'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça. Fait que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend de ce que tu vas acheter et c'est quoi ton intention à court, moyen, long terme. Mais règle du pouce, dans le sens que souvent j'ai l'impression que les gens overthink ça. Là. Ils sont comme tu as genre plein de questions, mais l'important, c'est d'avoir un pied dans la porte, de se tremper. Fait que, un triplex, que ce soit Inc ou individuel, tu peux toujours changer en cours de route. Là. Oui, c'est sûr, mais c'est rare que tu achètes un premier triplex en Inc. Souvent, tu vas l'acheter personnellement. D'ordre général, c'est ça. Exact. Après ça, si tu veux en acheter d'autres, tu changeras ton fusil d'épaule. C'est le même que je le vois. Oui, ça fait du sens. Une autre question de Jason. On y a déjà répondu. C'est comment, comme premier immeuble locatif, qu'est-ce qui est préférable pour s'assurer de pouvoir en racheter d'autres par la suite? Fait que, I guess que c'est dans le triplex, quadruplex. Ben, en fait, encore là, c'est le profil d'investisseur, mais c'est la première chose que tu veux. Si tu veux en acheter plusieurs, tu dois être capable de créer de la valeur rapidement. C'est ça la différence. C'est que d'ordre général, tu vas garder tu vas le financer sur 5 ans, puis 5 ans après, tu vas le refinancer. Mais si tu achètes, mettons, un immeuble vide, ben, tu es capable de faire des rénovations, mettre des nouveaux locataires dedans. Ben, ce que tu vas faire souvent, c'est que tu vas l'acheter qu'un prêteur privé. Ça, c'est une autre affaire. Mais tu vas être capable de le refinancer rapidement parce que tu vas avoir créé beaucoup de valeur. Tu l'achètes 600 000, tu mets 100 000 de réno, tu mets des locataires dedans, tu es rendu avec des revenus, puis là, il vaut 1 million. Là, tu vas le refinancer à la banque, puis tu vas être capable de prêter ton prêteur privé. Là, je sais que je vois un petit peu trop vite, mais bref, si tu veux en acheter juste un dans ta vie, ben, tu n'auras pas la même stratégie que si tu dis que je vais en acheter toutes les années. Ben, il va falloir que tu ailles avec un modèle d'affaires qui fait que tu vas être capable de créer de la valeur rapidement, mettons. Right. Et je vais essayer de répondre. Jason avait une autre question. Je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris de toi à date. Jason, il posait la question, est-ce que c'est préférable d'acheter un bâtiment qui nécessite quelques rénaux ou acheter un immeuble clé en main? Ben là, je dirais, dans le fond, ça dépend de ton profil investisseur. Puis de deux, ben, peu importe, dans le sens que c'est vraiment la valeur du marché. Puis se dire, OK, est où la plus-value, oui ou non, par rapport au marché. Puis je dirais aussi que c'est un faux dilemme dans le sens qu'il n'y a rien qui est préférable entre rénover ou acheter du neuf. C'est vraiment juste de comprendre le mindset que tu n'es pas obligé d'être un gars de la construction pour être en mesure de réparer l'immeuble que tu achètes. Tu peux faire ça par sous-traitance anyways. L'important, c'est de comprendre, c'est d'essayer d'identifier où est-ce que je peux ajouter une plus-value, puis pourquoi est-ce que moi, je suis différent des autres dans cette ligne-là. Mais c'est bon, c'est exactement ça. Je pense que tu as compris le principe parce que moi, je suis vraiment un cas atypique parce que vraiment, j'ai de la misère à installer un cadre. Là, je suis vraiment pas une bonne référence. C'est vraiment exagéré mon affaire, mais ça donne vraiment un portrait. C'est comme un running gag parce que tout le monde qui est en immobilier d'ordre général sont quand même assez manuels, surtout qui achètent des affaires rénovées comme je fais. Je suis comme un peu un cordonnier mal chaussé par rapport à ça. Fait que c'est comme un running gag un petit peu. Que je ne sois pas capable que je sois zéro manuel. Parlons un petit peu d'optimisation. J'imagine que ça doit être une de tes forces, clairement. Avez-vous des trucs
pour optimiser vos immeubles? Oui. Il y a des manières de faire. Puis, encore là, optimiser un immeuble, tout est relatif à quand tu l'achètes, c'est quoi exactement, as-tu des locataires en place ou tu n'as pas. C'est sûr qu'acheter des logements qui sont vides, ben, c'est plus facile d'optimiser, de créer de la valeur. Tu peux rajouter, plus ton immeuble est gros, plus ça vaut la peine, mettons, de rajouter quelque chose qui est très tendance, mettons, pour optimiser un immeuble, c'est rajouter l'Internet. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Tu as un 10 logements, tu rajoutes l'Internet, ben, tu es capable de payer une valeur, mettons, ça coûte 100$ par mois pour avoir Internet sur tout ton building. Ben, overall, tu es capable de charger 45-50$ par locataire pour avoir Internet haute vitesse. Puis, maintenant, les systèmes sont rendus forts. Fait que tout le monde a Internet haute vitesse, ça ne lag pas, ça fonctionne super bien. Fait que tu es capable d'augmenter la valeur de ton immeuble quand même assez rapidement. Right, parce que la valeur de ton immeuble, on n'a pas trop abordé, mais c'est basé essentiellement sur les revenus, dans le fond. Là. C'est les revenus mensuels, la valorisation de l'immeuble. Exactement. Revenus moins dépenses. C'est toujours ça. Fait que plus tu augmentes tes revenus, plus tu augmentes la valeur de ton immeuble. Fait que l'Internet, c'est vraiment la meilleure façon de le faire parce que tout le monde a Internet maintenant, anyway. Fait que si tu l'ajoutes dans ton logement, ben, les locataires sont comme contents que. Mais je me demandais, ça, c'est une idée de génie, mais je me demandais par rapport au chauffage, est-ce que, mettons, je me dis, bon, OK, thermostat intelligent. Fait que là, bon, il y en a que c'est genre, les gens passent devant le thermostat, là, Nest, là, tu passes devant, puis ça calcule. Mais je me demandais, d'un point de vue d'un investisseur immobilier, essentiellement, tu veux offrir le service de chauffage, puis avoir, dans le fond, un loyer qui augmente en fonction du meilleur chauffage, ou au contraire, tu veux ne pas avoir à payer de chauffage, puis tu veux que ça soit individuellement chaque résident qui paye eux-mêmes. Je sais pas si. Ben, dans le meilleur des mondes, tu essaies de ne pas payer le chauffage. Là. Souvent, OK, c'est ça. C'est mieux comme ça. Mais souvent, les vieux blocs, souvent, le chauffage était aux frais des propriétaires. Fait il y en a qui l'ont changé avec le temps, mais il y a encore des gros blocs qui sont encore aux frais. OK. Parce que c'est ça que je trouve un peu étrange dans ma tête, dans le sens que, mettons, Internet, pour optimiser ton blog, ben, tu veux justement le centraliser, offrir un méga service que tout le monde peut en bénéficier. Comme ça, tu t'apportes de la valeur. Les gens ne se cassent pas la tête, c'est un service clairement. Mais le chauffage, est-ce que tu ne peux pas avoir une unité centralisée qui va chauffer, mettons, ton bloc au grand complet? Puis comme ça, c'est service clé en main, tu chauffes quand tu as besoin. Nous, ça nous coûte moins cher parce qu'on achète des grosses quantités, tout est centralisé, tout est contrôlé. Fait que c'est gagnant pour tout le monde, mais dans le fond, non, dans le contexte du chauffage, c'est un peu une erreur. Ben, écoute, je pense pas que les vieux blocs avaient cette technologie-là. OK. Mais je dis technologie, mais c'est pas exactement le bon terme. Mais bref, tout ça pour dire que peut-être que dans le neuf, c'est quelque chose qui se fait. Je suis pas dans le neuf, je suis pas dans le multi-neuf. Je ne sais pas c'est quoi exactement la manière qu'eux procèdent, mais j'aurais tendance à dire qu'ils ne doivent pas fournir le chauffage. Je ne pense pas que c'est une bonne manière de faire, mais encore là, je n'ai jamais construit de multi-neuf. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Nice. Internet, optimisation, super intéressante. Y a-t-il d'autres petits tips comme ça les climatiseurs, souvent, mais ceux qui font du neuf ou mettons, tu peux usager, tu peux rajouter des climatiseurs. C'est sûr que c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Fait que tu rajoutes ça, puis tu peux être capable d'aller chercher un meilleur loyer. Fait que, ultimement, il faut que tu aies le plus de revenus, le moins de dépenses possible. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que la valeur de ton immeuble va être plus haute. Là. Fait que, il y en a peut-être d'autres, là, mais là, ça ne me vient pas. Déjà là, je pense que c'est intéressant. Là, on comprend enfin, je pense, la mécanique. Là, un coup qu'on comprend le jargon, l'opportunité. Puis, il y a d'autres questions, là, mais je pense qu'on a pas même fait le tour. Là. Il y avait une question de Will. Comment adopter nos achats à la future augmentation des taux d'intérêt? Parlons-en un peu là, de la valeur. Comment tu dis un petit peu la valeur d'une propriété versus la notion de deal, là, entre guillemets. Est-ce qu'en ce moment, toi, le marché est clairement chaud, genre il y a beaucoup de demandes, peu d'offres. Est-ce qu'en ce moment, tu essaies encore de faire des nouvelles acquisitions ou c'est quoi un petit peu ton approche en ce moment? Oui, je continue à. Écoute, je dis oui, là, mais je regarde, je reçois beaucoup d'opportunités aussi qui ne sont pas sur le marché. Fait que je regarde ces opportunités-là aussi. Est-ce que c'est une opportunité peut-être
peut-être que c'est pas bon pour moi non plus. Nous, on a construit un domaine de chalet locatif. Ça s'appelle Les Chalets dans le Nord, chaletdanslenord.com, s'il y en a qui veulent aller regarder à quoi ça ressemble. Mais on est tous concentrés à la même place. Fait que nos 9 chalets sont tous à maximum 500 mètres ça, c'est cool. de distance. Fait qu'on est vraiment tous concentrés à la même place. Fait ce que je voudrais, c'est de recréer quelque chose comme ça, soit dans les Laurentides ou dans la Naudière ou peu importe. Là, c'est vraiment un secteur que je regarde, mais parce que, comme je disais tantôt, j'ai un avantage concurrentiel. Si j'achète un domaine comme ça, je sais exactement quoi faire. Tous nos systèmes sont mis en place. Fait que tu as juste besoin de répéter un petit peu. Là, ça a l'air facile parce que je l'ai déjà fait, mais les 2 dernières années, monter ça, a été je travaillais 40 heures par semaine. Je travaillais de nuit, puis je faisais ça. J'ai acheté 9 chalets, 11 chalets même en faisant tout ça. Fait que des temps libres, j'en avais pas. Là. Ouais. C'est ça. Fait que, je me fais souvent dire, ouais, t'as été chanceux. Ouais, attends une seconde. Je travaillais de nuit puis j'étudiais à ma job, tout plein d'affaires en même temps. Fait que le monde disait, t'es malade, toi. Ah ouais, tu non, mais c'est brûlé. Ça. Ouais, j'étais brûlé, là. Fait que, mais là, c'est facile, là, j'ai fini. Fait que puis toutes mes affaires fonctionnent. Fait que j'ai beaucoup de temps libre, mais ça fait 2-3 ans que je cours comme une poule pas de tête. Fait que c'est pour ça que je veux. Si je refais un autre projet, je fais un projet exactement comme c'est vraiment ça que je recherche. Là. Un domaine de mini-chalet, mini-maison, refuge, quelque chose de tout centralisé à la même place, idéalement sur le bord d'un lac, puis pas trop loin de Montréal. Ouais, c'est cool, tu sais, construire un système une fois puis le vendre 2 fois, là, ou le vendre le plus de fois possible. Là, tu sais, c'est clairement la meilleure opération que tu peux pas faire. Là, genre. Exact. Écoute, Marc-Antoine, merci infiniment. On approche l'heure pour le podcast. Je ne sais pas si ça faisait le tour. Je pense que oui, honnêtement. Moi, personnellement, j'en ai appris quand même énormément. Là. Je voulais te remercier. Tu as été généreux quand même dans ce que tu as dit. Là, fait que c'est cool. Puis juste en terminant, je voulais savoir par rapport au futur, dans 5-10 ans, bon, on sait un petit peu c'est quoi tes projets, mais le marché en général, on en a parlé. Fait que toi, ta thèse, c'est vraiment on continue à investir, ça va stabiliser. Puis dans tous les cas, au Québec, c'est quand même une place qui est de plus en plus populaire d'un point de vue international. Oui. Moi, personnellement, je parle à mon humble avis, je ne suis pas inquiet pour le futur. Je pense que quand tu sais dans quoi tu investis, je pense que ça va pas mal aller. Là. Je ne vois pas comment que ça pourrait baisser avec tout comment l'économie va présentement. Oui, ça va peut-être crasher, mais personnellement, moi, j'aime bien faire des choses, travailler sur quoi je contrôle. S'il y a un crash, je ne le contrôle pas. Fait que je ne vois pas pourquoi je mettrais mon énergie à penser à peut-être que ça va crasher. Si ça crash, ben, je suis sûr que je vais être mieux, je vais être capable de me retourner sur une scène s'il y a quelque chose, je vais trouver des solutions. Fait que je ne suis pas tant inquiet de ce côté-là. Moi, je contrôle ce que je peux contrôler, puis ce que je ne peux pas contrôler, ben, je ne m'en occupe pas. Exact. J'aime ça. Tout le monde, on va mettre les liens de l'épisode essentiellement, fait que les chalets du Nord, etc., le groupe Facebook. Si vous voulez poser une question aussi, il va y avoir des liens là, en bas à droite sur liberté45.com, il y a un chat. Fait que c'est là qu'on peut recueillir la majorité des questions. Donc, si vous en avez, là, ça va nous faire plaisir. Marc, s'il y en a qui ont des questions, tout le temps, ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent sur Messenger. Je ne réponds pas tout le temps, là, mais je ne réponds pas tout de suite, je veux dire. Là, mais j'aime tout le temps aider. Si je suis capable d'aider quelqu'un, ça va me faire plaisir. Super. Bon, écoutez, guys, toutes les notes vont être au bas de l'épisode. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine et à mercredi prochain.